Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, puis je vous retrouve à nouveau cet après-midi à 14h15 pour le suivi d'une statistique américaine importante. Alors bienvenue, nous allons conclure cette semaine à nouveau haute en couleur, puisque je laisse entre parenthèses sous vos yeux l'avertissement légal, je vous invite à le lire pendant mon introduction, c'est très important plus que jamais. Alors cette semaine, engagement hier, non surprise, par la Banque Centrale Européenne d'un programme monétaire bien connu, le quantitative easing, qui consiste donc à acheter, en utilisant le bilan de la Banque Centrale, des titres de dette de pays appartenant à la zone euro. Alors, nous ne sommes pas du tout face à un quantitative easing de type Réserve fédérale des États-Unis, de type Ben Bernanke. Ben Bernanke qui a porté finalement le modèle du QE que l'on sait qu'assumait avant chaque mois la Réserve fédérale des États-Unis, ce qu'elle ne fait plus d'ailleurs depuis la fin de l'année 2014. Les risques ne sont pas mutualisés ou très peu mutualisés. Comment cela va se passer? Imaginons un achat de dette à hauteur de 100 milliards de dollars d'OAT française, de bons du trésor français. Sur ces 100 milliards, 80 milliards vont intégrer le bilan de la Banque de France, 20 milliards vont intégrer le bilan de la Banque Centrale Européenne, selon les quotes-parts des différentes banques nationales dans la Banque Centrale Européenne. Donc imaginons si la Bundesbank possède, je ne sais pas, 30% des quotes-parts de la Banque Centrale Européenne, elle achètera en réalité 30% des 20% de la dette française qui sera donc intégrée au bilan de la Banque Centrale Européenne. Donc la mutualisation est extrêmement faible et d'autre part, en ce qui concerne la Grèce, eh bien, il y a clairement des conditions pour qu'elle puisse en bénéficier. Alors d'ailleurs, je vous invite clairement à faire attention au mouvement que le marché des changes pourrait offrir dans la nuit de dimanche à lundi, puisque vous le savez, dimanche 25 janvier se jouent en Grèce les élections législatives anticipées avec un enjeu qui est de savoir si le parti politique Syriza obtiendra la majorité absolue. Alors, qu'est-ce que la majorité absolue? Peu de choses près, obtenir plus de 150 députés. Bon, concrètement, autour de 34% des suffrages, sachant que les derniers sondages sont entre 33 et 37%. Bref, c'est important et cela est de nature à entretenir la dynamique baissière de la paire euro-dollar. Alors, voilà pour l'introduction, elle est désormais terminée. Maintenant, je vais vous proposer mes vues de marché. Mais avant cela, quelques graphiques en données journalières, puisque c'est notamment cet après-midi, vous le savez, que je vais me concentrer sur des graphiques à plus court terme. Mon émission Wall Street Insider, qui n'a pas lieu ce matin, mais c'est le fond d'écran habituel que j'utilise, elle a lieu cet après-midi et à 14h15 aujourd'hui, elle se concentre sur les graphiques intraday H4, ce qui n'est pas le cas du morning meeting qu'habituellement Nicolas Chéron anime, où je vais davantage revenir sur des mouvements de plus long terme. Alors, rapidement, les graphiques en données journalières que je souhaite vous montrer. L'euro GBP, vous le savez, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, notamment notre analyste Adrian, cassure des 0,7750, cassure du plus bas ici de l'année 2008 à 0,7690. L'analyse technique est la méthode que j'utilise le plus pour appréhender les mouvements de marché et proposer un travail de prévision boursière qui reste comme tout travail de prévision aléatoire. Regardez, cassure des 0,7690, flat, pullback et ça rejette. Vraiment un mouvement d'analyse technique pure. Ce marché tombe à 0,73 et il ira lors des prochaines semaines. Dans les graphiques de long terme, je souhaite revenir sur le signal d'achat majeur que donnent les actions européennes et pour appuyer mon propos en utilisant l'analyse technique, laissez-moi vous rappeler le benchmark européen. Voici sous vos yeux presque le seul indice véritablement suivi dans les grandes banques d'investissement en Europe, l'indice Eurostoxx 50. Et c'est celui-ci qui, sur les marchés à terme, sur les marchés futurs, c'est celui-ci qui rassemble le plus de volume. Donc en clair, si chez les institutionnels, l'analyse technique est pratiquée sur les indices boursiers, elle l'est pratiquée sur l'indice Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50 réalise depuis hier une cassure haussière majeure, débordement des sommets de l'année 2014, affranchissement de cette résistance à 3330 points, c'est signal d'achat sur l'Eurostoxx 50, objectif 3450 points. Et nous pouvons tous d'ailleurs, toutes et tous, remercier le message délivré par l'indice allemand, le DAX, qui, dès le vendredi 16 janvier, en clôture hebdomadaire,
dès vendredi dernier, nous avions un signal d'achat majeur sur le DAX 30, la cassure des 10 094 points. Alors je vous ai à ce moment-là proposé sur la base de ce graphique en données journalières des extensions de Fibonacci, et je n'ai pas le choix en fait, puisque le DAX évolue sur des sommets historiques. Alors je ne peux pas inventer des niveaux ou simplement vous dire viser 10 300, 10 400, 10 500, 10 600, bon, ce serait pas très sérieux. Alors j'ai tenté d'utiliser cette jambe de hausse que j'ai reportée au point bas de cette consolidation qui a pris la forme chartiste d'un triangle. Bon, on n'a pas réellement le triangle selon Elliott, mais on a une phase de transition latérale. Dans tous les cas, première target 10 293 points atteinte flat, franchie. Deuxième target 10 548 atteinte, nous sommes en train de la franchir. Je vise désormais 10 959 points sur le DAX lors des prochaines semaines. Ça, c'est donc les objectifs. Maintenant, l'incertitude, elle est, vous le savez, toujours sur le rythme de marché. C'est-à-dire qu'on peut avoir un objectif, dire le DAX va à 10 950 points, mais de quelle façon va-t-il y aller? Fait-il d'abord un pullback à 10 094? Y va-t-il en ligne droite? Eh bien, là, nous rentrons vraiment dans la dimension la plus aléatoire, qui est celle du court terme, du très court terme. Et c'est ce que j'essaye chaque après-midi avec les graphiques H4 de vous proposer. Alors, sur le DAX, tant qu'il tient cette ligne de tendance ici, qu'on peut tracer sur un graphique en données journalières ici depuis le 15 janvier, il y a tout à fait la possibilité que cette phase d'appréciation se poursuive ici en direction de la prochaine résistance à 10 959 points. En tout cas, pour le moment, eh bien, c'est bullish, ça tient, et on est au-dessus de la ligne de tendance, et on est en train de franchir 10 548. Ce qui est certain, c'est que si jamais ce marché fait un jour un pullback sur 10 100 points, c'est juste stratégie d'achat sans se poser de questions. Alors, l'Eurostoxx 50 donne un signal d'achat majeur. Son image fonctionne normalement, merci beaucoup. Le DAX aussi, mais c'était déjà le cas depuis vendredi dernier. Le CAC 40 aussi donne un signal d'achat. Porté, vous le savez, depuis le début de l'année par notamment ses valeurs dollars, mais pas seulement, les valeurs cycliques aussi. J'attirais notamment votre attention en début de semaine sur la configuration technique du titre Saint-Gobain qui explose littéralement à la hausse depuis hier. Le CAC 40, comment procéder? C'est pas compliqué le CAC 40 puisque vous bénéficiez d'un historique de cours passé, puisqu'il n'évolue pas sur ses sommets historiques, à la différence du DAX. Mais attention, je viens peut-être de dire une erreur. En réalité, le DAX, vous le savez, dans la façon dont il est calculé, intègre les dividendes qui sont détachés et versés aux acheteurs d'actions. Il existe un indice CAC 40 qui est calculé de la même façon, c'est le CAC 40 GR. Eh bien, attention, le CAC 40 Gross Return, qui intègre les dividendes versés aux acheteurs d'actions du CAC 40, est à 40 points de ses sommets historiques. 10 707 points. Je vous le montre ici sur un site internet partenaire. Alors, il s'agit du site TradingSat. J'ai travaillé en fait et j'ai participé à la réalisation de ce site internet, donc je me permets de vous le montrer. 10 707 points, c'est le sommet historique du CAC 40 en intégrant les dividendes. Regardez quelle est la valeur actuelle du CAC 40 Gross Return. 10 658 points. Donc, en clair, le CAC 40, en intégrant les dividendes versés aux acheteurs d'actions, eh bien, est à peine 40 points de ses sommets historiques. Et autant vous dire que le DAX fait des nouveaux sommets historiques, l'Eurostoxx 50 réalise une cassure majeure des 3300 points, le CAC 40 Gross Return réalisera bientôt de nouveaux sommets historiques. Alors, maintenant, ce qui concerne peut-être le CAC 40 qui vous intéresse davantage, qui est celui qui finalement n'intègre pas les dividendes qui sont versés aux acheteurs d'actions, donne un signal d'achat. En réalité, il a donné un signal d'achat, rappelez-vous, la semaine dernière, en cassant ici à la hausse cette ligne de tendance baissière, en sortant par le haut d'une structure triangulaire. Donc en ce qui me concerne, le signal d'achat avait été donné là aussi le 16 janvier. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, puisque le 16 janvier, le DAX faisait des nouveaux sommets historiques en cassant 10 094 points. Là, et le CAC, lui, cassait 4 380 points, c'était le signal d'achat. Depuis, nous enseignons les signaux d'achat. Dernier signal technique en date, la cassure haussière des 4508. Ce matin, le CAC 40 ouvre un trou de cotation, un gap entre 4569 et 4585 points si mes souvenirs sont bons. C'est probablement en l'état un gap de rupture puisque le marché accélère. Quelles sont les résistances, les objectifs de cours? Eh bien, je suis allé chercher des niveaux de l'année 2008. Nous sommes donc sur des plus hauts de 7 ans. 4650 points et 4730 points. Donc 4650 points et 4730 points sont désormais les prochains objectifs sur l'indice CAC 40.
Alors, il ne faut pas s'en tenir à ces indices-là, étant donné que la Banque Centrale Européenne engage un programme de type quantitative easing, cela profite aux valeurs les plus cycliques et notamment aux actions qui appartiennent aux indices MIB et IBEX. Je vous ai proposé sur notre site dailyfx.fr un article rapide qui en fait revient sur, je dirais, la force relative entre le MIB et l'IBEX, donc entre l'indice italien et l'indice espagnol. Je vous propose de vous concentrer sur l'indice italien, car selon moi, c'est lui qui propose la configuration chartiste la plus attractive. Alors, j'ai proposé sur le site un graphique de long terme en données hebdomadaires. Mais que nous dit le graphique de court terme? Je pense tout simplement que le MIB a réalisé une structure de creux majeur qui prend la forme d'un triple creux d'ailleurs, un creux, deux creux, trois creux, en prenant ici les cours de clôture. Donc nous sommes en train de matérialiser sur le MIB un triple bottom. La ligne de coup se situe ici, ligne de coup à 20 189 points. Je pense désormais que tout mouvement de retour sur 20 189 points, c'est une opportunité de mettre en place une stratégie haussière, donc une vue de marché haussière, pour viser 21 478 et probablement cette année 22 553. Les indices du sud de l'Europe vont profiter beaucoup plus que le DAX de ce programme d'achat de dette engagé par la Banque Centrale Européenne, à travers notamment les titres cycliques et, j'insiste, les valeurs bancaires qui composent le MIB. Le MIB est avec l'indice CAC 40, un des deux indices le plus pondéré en valeur bancaire. Et j'attirais notamment hier votre attention dans nos stratégies de trading pour l'année 2015 sur la configuration graphique du titre Société Générale, particulièrement haussière, avec une compression en biseau descendant, figure de hausse donc, au-dessus des 34 euros. Et donc, c'est certain que lorsque je voyais cette configuration graphique du titre Société Générale, j'étais quand même plutôt, je dirais, favorable à l'appréciation du prix des actions bancaires composant le CAC 40. Il y en a beaucoup dans le MIB, c'est pas étonnant. L'analyse technique, pour rester simple et arrêter le blabla, triple creux sur 18 000 points, ligne de coup 20 189, target 21 478. Si un mouvement de retour a lieu dans cette zone, stratégie d'achat. Voilà, donc le MIB m'intéresse, l'IBEX aussi, mais moins, donc c'est pour ça que je me suis concentré sur le MIB. Toujours pour rester sur les indices boursiers, et je répondrai à vos questions dans un second temps, je vous ai proposé la semaine dernière une vue de marché haussière sur l'indice américain qui me plaisait le plus. Rappelez-vous, entre le Dow Jones, le S&P 500 ou le Nasdaq 100, j'avais une préférence pour le Nasdaq 100. Pourquoi? Eh bien en fait, je pense qu'en utilisant toujours l'analyse technique, on avait ici une jambe de hausse entre le 16 septembre et le début du mois de décembre. Depuis, le Nasdaq 100 a donc réalisé ici une phase de transition latérale. Donc là aussi, ça me plaisait bien. Objectif, la partie haute du triangle, certes, nous y sommes. Donc si vous êtes sur ce marché, il est quand même temps de prendre des bénéfices, je dirais, au contact des 4290. Mais autant vous dire que ma conviction qu'on en sortira par le haut. Alors par contre, est-ce que ce marché en sort directement par le haut, ou est-ce qu'il effectue un mouvement de retour, disons, sur ce niveau ici, prenons ce cours de clôture ici, donc le parti haut du 4237, est-ce que nous assistons dans un premier temps à un pullback avant de tenter de s'extraire par le haut ce triangle? Ça, je ne le sais pas, d'accord. De toute façon, on ne peut pas connaître un mouvement à 100% à l'avance sur un actif financier, c'est impossible. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à exploiter un éventuel test à nouveau des 4237 points pour se positionner si vous n'y êtes pas, parce que maintenant je vise 4346 points. Donc le Nasdaq 100 du point de vue de sa construction technique m'intéresse nettement. Le S&P 500, le Dow Jones, j'en parlerai tout à l'heure. Maintenant toujours dans les graphiques de long terme, puisque le morning meeting je vais l'utiliser essentiellement pour faire des graphiques de long terme, et c'est cet après-midi que je vais me concentrer sur le court terme, et je vous proposerai notamment cet après-midi de revenir sur les graphiques intraday des paires en dollars canadiens. Que penser de la UD4, que penser du GBP CAD, ou encore de l'USD CAD? Eh bien ça, ce sont des choses que j'évoquerai cet après-midi. Alors, j'ai juste un graphique de long terme à vous montrer, qui est un graphique de l'euro-dollar en données hebdomadaires. Alors on va juste laisser le temps de se charger. L'euro-dollar, clairement, j'ai utilisé une expression en bourse, la tendance est votre ami. J'ai écrit, vous le savez, un certain nombre d'articles depuis le début de l'année sur euro-dollar, la tendance est votre ami. Pourquoi? Parce que j'ai estimé que la cassure des 1,22 $ était un signal de vente majeur. Pourquoi la cassure des 1,22 $ est un signal de vente majeur?
Ça passe ici, la moyenne mobile à 12 mois, elle a été cassée. En réalité, l'euro-dollar, et juste prenons du recul pour que vous puissiez réaliser exactement ce qu'a fait l'euro-dollar. Regardez exactement ce qu'a fait l'euro-dollar. Phase d'appréciation majeure, entre 0,80 et 1,60. Phase de transition latérale qui a duré 7 ans. 7 ans de transition latérale sous la forme de ce qui s'apparente sur le plan chartiste à une figure triangulaire. Et nous en sommes tout simplement sortis par le bas en décembre en brisant les 1,22. Et rappelez-vous, début janvier, le trou de cotation baissier entre 1,1976 et 1,20 $, un gap baissier de rupture. Nous sommes tout simplement entrés dans un grand bear market sur la paire euro-dollar. C'était déjà le cas depuis les 1,40, mais il est vrai que nous aurions pu nous arrêter sur les 1,22 et rester dans cette figure triangulaire. Étant donné qu'on en sort par le bas, cycle ascendant, cycle neutre, cycle baissier. Donc, c'est un mouvement qui n'est pas encore mature. Voilà en tout cas ce que montre ici ce graphique de long terme. Alors qu'est-ce qu'on peut viser? Eh bien, en ce qui me concerne, le dernier signal de vente majeur a été donné à la cassure ici de ce niveau horizontal les plus bas de l'année 2005 à 1,1640. Alors depuis, tout simplement, je vais tirer ici les principaux niveaux horizontaux en utilisant ces chandeliers japonais hebdomadaires. Alors je vais les chercher et j'obtiens un certain nombre de niveaux. Tout d'abord ici les 1,1375, c'est pour ça que depuis le début de la semaine je disais viser 1,1375. Les 1,1375 sont enfoncés ce matin, alors je vais chercher le prochain niveau hebdomadaire. Il est à 1,1240, alors 1,1240, nous sommes en train, ça n'arrête rien, ça n'arrête pas le marché. Je pense que nous pouvons, et peut-être d'ailleurs suite aux élections grecques. Alors attention, clairement la stratégie de marché qui consisterait à rester vendeur pour profiter d'un trou de cotation dimanche à l'ouverture du Forex est extrêmement risqué du point de vue de la volatilité. Vous n'êtes pas sans savoir, en revenant sur les mouvements de marché des 2 dernières semaines, que les décisions de politique monétaire, les décisions des banques centrales ou les grands événements politiques provoquent des décalages majeurs sur le FX. Des mouvements, on a pu le voir, de plusieurs centaines de pips et qui peuvent faire très mal au compte de trading. Donc, certes, en ce qui me concerne, et en restant purement technique, puisque c'est mon approche des marchés, je pense que ce marché ira chercher ce prochain seuil hebdomadaire que je vois ici, donc à 1,1136 $, ici sur la paire euro-dollar. Et ensuite, nous avons un prochain seuil à haute dimension qui se trouve à 1,0760 $. Mais encore une fois, il faudra donc vendre cet actif lorsqu'il se présente sous résistance. Et je pense désormais que les 1,1375 sont la toute première résistance maintenant sur la paire euro-dollar, en utilisant donc ce graphique de long terme. Donc voilà en fait où nous en sommes sur ce cross. Alors d'ailleurs l'euro fait aujourd'hui des nouveaux plus bas, il fait des nouveaux plus bas face au GBP, vous l'avez vu. On repasse sous la parité face au franc suisse. Donc voilà, on repasse sous la parité face au franc suisse, on passe sous les plus bas de 2008 face à la livre sterling. Bref, l'euro est complètement vendu sur le marché des changes en tant que monnaie, en tant que panier, en tant que monnaie face à un panier de devises. Alors pour les graphiques de long terme, c'est terminé. Après, il y en a plein d'autres. On peut regarder l'USDK. On a déjà énormément parlé. Et Adrian revient beaucoup dessus. C'est sa stratégie. Nous visons 1,30, vous le savez, cette année. Maintenant, je vais davantage me concentrer sur le court terme. J'attire aussi votre attention sur la configuration graphique extrêmement attractive des actions japonaises. Vous savez que derrière la hausse du prix des actions japonaises se cache un programme de quantitative easing qui a été étendu à maintes reprises. J'aime bien l'analyse technique du Nikkei parce qu'on a fait une jambe de hausse, on fait une phase de transition latérale au-dessus du support à 16 423 points. Je pense qu'on en sortira par le haut, je vise 18 300 et 20 000 points cette année. Mais dans un premier temps, je pense que nous pouvons revenir chercher les 18 300 points qui sont tout simplement le sommet ici de l'année 2007. Voilà pour les graphiques de long terme, je les sauvegarde. Et puis je vais maintenant répondre en fait à vos questions en utilisant les graphiques intraday, sachant que je n'ai pas envie en fait d'empiéter sur le programme habituel que je vous propose l'après-midi, qui est le tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. Voilà, j'essaye un peu, en l'absence de Nicolas Chéron, de répartir les différents points de marché. Oh là, alors, là j'ai perdu, alors attendez, hop, le voici les graphiques H4. Alors, les graphiques 4 heures.
Allez, c'est parti, je vais répondre à vos questions en m'appuyant dessus. Je vous invite notamment à surveiller le GBP-CAD. Vous savez que le dollar canadien a décroché vivement mercredi lorsque la Banque centrale du Canada a réalisé une baisse surprise donc, de ses taux d'intérêt. Il faut surveiller les mouvements de retour des paires en dollars canadiens et j'observe notamment le GBP-CAD, notamment cette ligne de tendance ici, vous êtes en données 4 heures. Donc on fait une espèce de phase de transition latérale et à mesure qu'elle dure, je pense que lorsque les prix vont se représenter ici sur la ligne de tendance, nous aurons une impulsion haussière. Donc je surveille le GBP-CAD pour une stratégie de positionnement et pas seulement. La UD-CAD me plaît. Alors je suis un peu plus méfiant sur la UD-CAD dans le sens où on a vu le dollar australien sous pression depuis le début de la session européenne. Je vais simplement revenir sur un graphique à plus long terme ici sur la UD-CAD. C'est vrai qu'on vous en a beaucoup parlé de la UD-CAD lorsque ce marché réagissait ici sur un support majeur. Maintenant, nous nous sommes approchés, il est vrai, de cette ligne de tendance. Peut-on à nouveau et encore envisager une stratégie de positionnement sur la UD-CAD? On a un retour qui est assez violent. Eh bien écoutez, cependant, en l'état, l'analyse technique me dit que nous serions plutôt en train de tester cette ligne de tendance ici, en données 4 heures. Alors, pourquoi pas? C'est moins attractif que le GBP-CAD, la UD est sous pression, mais bon, je pense que là, la partie basse du canal passe à 0,9857. Une stratégie d'achat au-dessus de ce support, pourquoi pas, dès lors que voilà, se positionner sur 0,9857, là le stop de toute façon c'est vraiment sous le bas du canal, parce qu'on sort du canal par le bas et on peut vraiment retomber sur des niveaux un peu plus profonds, sachant qu'un certain nombre de lignes de tendance ici se trouvent un peu plus en retrait. Mais en tout cas voilà, c'est un niveau de support 0,9850. Qui dit niveau de support dit potentielle stratégie haussière. Bon, voilà, en tout cas on sait où positionner à ce moment là le stop de protection. Alors, je réponds à vos questions sur les actifs qui vous intéressent, et sinon c'est cet après-midi pour le tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Alors, première question. Bonjour MF, bonjour Vincent. Pouvez-vous me dire quelle est la prochaine résistance sur le billet vert? Alors, pour étudier le billet vert, il y a plusieurs façons. Il y a en salle de marché l'indice qui est considéré comme l'indice dollar américain, c'est le DXY. On ne vous propose pas, mais vous pouvez le trouver sur le web. C'est comme le CAC 40 Gross Return si ça vous intéresse. Vous tapez sur Google ou sur tout autre moteur de recherche CAC 40 GR et vous allez tomber sur des sites qui vous les proposent en temps réel. Et vous allez pouvoir voir qu'en fait on approche des sommets historiques. Donc ça c'est intéressant parce que si le CAC 40 Gross Return réalise une cassure haussière de ces sommets historiques, c'est comme le DAX, on va s'envoler. Et ça veut dire que cette année, le CAC 40 standard peut rejoindre les 5000 points. On peut tout à fait rejoindre les 5000 points. Alors, le DAX, lorsque j'étudie un graphique de long terme, je vais d'ailleurs supprimer tout ça. Ça va tellement vite que... Alors, tout simplement ce niveau-là, hein, c'est vraiment du chartisme. C'est un premier niveau, c'est une résistance, mais les résistances sont faites pour être débordées finalement sur le dollar US. Sachant qu'ensuite il y en a encore plein d'autres. Donc là on atteint ce niveau, certes, mais en réalité en cours de clôture, regardez, en fait on casse ce niveau là. Donc là on arrive quand même sur le dollar index sur une forte résistance, c'est complètement suracheté, mais peu importe, le surachat n'arrête pas une dynamique ascendante. La survente de l'euro-dollar, elle est en place depuis 3 mois. Est-ce que la situation survendue de l'euro-dollar a arrêté la baisse de l'euro-dollar? Non. Donc voici un niveau important à 11 854 points sur le dollar index. Ensuite, les prochains niveaux, c'est 12 000, 12 175, etc., etc. Et finalement, les plus hauts ici sont à 13 400 points. Ensuite, c'est aussi intéressant de regarder d'autres indices dollars. Mais en tout cas, voilà, pour vous répondre à votre question, voici donc la prochaine résistance sur le billet vert, 11 854 points. Là, on en est proche, hein. La voici ici à nouveau sur un graphique H4. Revoici cette forte résistance à 11 854. Disons que c'est de nature à permettre un pullback. Un pullback c'est quoi? Regardez le dollar US. Il a cassé ce niveau. Donc
disons que si jamais le dollar index réalise un pullback depuis cette résistance et revient, il viendra se poser sur 11 713, ce sera opportun pour une stratégie d'achat. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est où vendre l'euro dollar. Et bien par exemple, si le dollar index fait un pullback sur ce support, à ce moment-là, eh bien il y a de fortes chances que l'euro dollar soit sous résistance et ce sera à nouveau opportun d'adopter des stratégies de vente sur la paire euro dollar. En tout cas voilà, je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a la première estimation du niveau de la croissance économique aux États-Unis au 4e trimestre. Il y a aussi une réunion de la Banque centrale, de la Réserve fédérale des États-Unis, la Fed, mercredi prochain. Autant vous dire que la Fed, elle se retrouve un peu ennuyée. D'ailleurs, le consensus se déplace sur 2016 maintenant pour la première hausse de taux, étant donné que tout le monde baisse ses taux, tout le monde fait baisser sa monnaie. Finalement, la Fed ne veut pas être finalement la banque centrale qui se fasse piéger par cette vague de baisse de taux notables. Bon, en tout cas, voilà, techniquement, c'est le prochain niveau à suivre. Et dans ces cas-là, si le dollar US corrige à court terme sous cette résistance et fait un pullback, ça signifie que l'euro dollar pourrait revenir, rebondir, chercher, rappelez-vous, les 1,1375, niveau hebdomadaire. 1,1375, c'est la première résistance, qui est pas mal pour une stratégie de vente. Alors, l'AUD, il est sous pression. L'AUD, alors déjà, échec de ma stratégie, puisque l'AUD USD casse ce support mensuel à 0,8034. L'AUD USD donne donc un signal de vente. Je vais vous montrer ici un graphique de long terme. On s'est stabilisé dessus mais pas très longtemps. On est en train de l'enfoncer. Donc la dynamique baissière de l'AUD USD se poursuit. Tous ces niveaux ont été brisés. C'est un signal de vente tout simplement en l'état. Donc maintenant, s'il y a un éventuel mouvement de retour ici en direction des 0,8034, ce sera opportun pour vendre. Et qu'est-ce qu'on peut viser maintenant sur l'AUD USD ? Eh bien là il va falloir aller chercher des niveaux. On a un premier niveau ici sur les 0,77. Mais clairement c'est bon bah voilà, hein, poursuite de la tendance baissière de l'AUD USD. D'ailleurs j'imagine que le NZD USD a dû lui aussi voilà casser son support à 0,7608. Donc signal de vente qui a été aussi donné sur le NZD USD. Et donc tout simplement en fait c'est tout ceci constitue des signaux d'achat sur le dollar US. C'est comme l'euro-dollar. Donc l'idée c'est que si l'euro-dollar fait un pullback en direction des 1,1375, ce sera la première résistance pour vendre. Sur le NZD USD, la toute première résistance pour une stratégie de vente c'est maintenant 0,76. Et sur l'AUD USD, ce sont les 0,8030. C'est certain que lorsqu'on regarde tous ces charts, on a bien le sentiment que le dollar US sera en mesure la semaine prochaine de casser les 11 854. Car imaginez la semaine prochaine la Fed rappeler que finalement l'économie américaine va bien, que les perspectives sont à une normalisation de la politique monétaire, ce qu'on n'entend nulle part ailleurs maintenant, même de la part de la Banque d'Angleterre. Donc en clair, si le dollar US fait un pullback sur 11 713 points, ce sera parfait pour une stratégie d'achat. Un euro-dollar qui se présenterait, il y a une toute première résistance à 1,1315. Les 1,1315 sont finalement peut-être déjà un premier niveau de résistance pour une stratégie de vente. Ensuite, bon, bah, l'USDK, d'écouter ça, c'est compliqué, ça monte tout le temps, donc ça, il n'y a pas photo. L'USD Yen, c'est finalement, on est toujours dans ce range sur l'USD Yen. Je pense qu'on en sortira par le haut bientôt. On a fait une jambe de hausse entre 100 et 121. On fait maintenant une espèce de phase de transition latérale qui prend là réellement la forme d'un triangle chartiste, à l'intérieur duquel nous avons 1, 2, 3, serait dans le 4e temps. Alors, l'USD Yen, je cherche à l'acheter sur support, idéalement dans la partie basse de sa figure. Où en est-il maintenant sur le court terme là Écoutez, là, c'est pas évident de le décortiquer sur cet horizon de temps, puisque le marché semble déjà vouloir former un range ici entre 118,86 et 117,17. Je pense qu'on peut envisager une stratégie d'achat sur l'USD Yen en revenant ici dans cette zone, d'autant plus que nous avons vu que les 11 854 points sont sur le dollar index, un niveau de résistance susceptible d'entraîner un retour sur support. À ce moment-là, l'USD Yen peut revenir tester ce support à 117,20. Une stratégie d'achat sur l'USD Yen à 117,20 est intéressante, tout comme sur l'euro-dollar, eh bien, on peut envisager ici une stratégie de vente sous cette toute première résistance à 1,1315.
Donc voilà, l'euro GBP c'est bon. L'euro CHF, bah regardez, il passe sous la parité, hein. L'euro CHF passe sous la parité à nouveau. Le rebond aura été de courte durée. Donc il y a vraiment un mouvement général de vente en ce qui concerne l'euro. La UDNZD qui était une de nos stratégies depuis le niveau de support mensuel à 1,0428, c'est bien repris. Je visais 1,0756, hein, c'est tout simplement cette résistance. Et c'est surtout, regardez la UDNZD, il a fait un pullback ici. On avait cette ancienne ligne de tendance haussière qui avait été brisée par le marché. On fait un pullback. Donc, stand-by pour le moment, c'est un objectif atteint. Cependant, je pense qu'on pourra utiliser cette ligne de tendance haussière pour se replacer à l'achat. On teste actuellement un niveau de support ici, sur la UDNZD. C'est un niveau de support horizontal, 1,0639. Pourquoi pas? C'est comme le niveau dont je vous parlais tout à l'heure de la UD4, c'est-à-dire que ce sont des niveaux de support, mais j'ai pas une conviction énormissime. Mais bon, la UD4, vous voyez, c'est le bas de ce canal, ce niveau horizontal. Dans l'esprit, il y a une divergence haussière cachée sur l'indicateur technique RSI, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, le foot 600, alors Jacques Vettor, c'est vrai que le foot 600, c'était pas un indice que je suis malheureusement, mais j'essaierai de prendre des. Alors, euh, alors Paul, donc un commentaire de Paul que je poste en toute transparence concernant la démarche des analystes malhonnêtes. Alors bon, bah, l'idée c'est quoi? C'est que là, je cherche pas à faire un palmarès. L'analyse a été bonne, l'analyse n'a pas été bonne. Parfois c'est bon, parfois ça ne marche pas. D'ailleurs, ce ne sont pas des conseils de trading ni des conseils d'investissement. En ce qui concerne le fait de savoir si je trade moi-même en réel sur tel ou tel marché, bon, ça ce sont des informations personnelles. Mais voilà, il n'y a pas de vocation trading, il n'y a pas non plus de vocation à se mettre en avant ou pas et à dire j'avais raison. Ça n'a jamais été ma façon de faire et ni ma personnalité d'ailleurs. Donc voilà, c'est un commentaire de marché, mais qui n'a pas davantage de prétention, Paul, tout simplement. Alors, visiteurs, alors en ce qui concerne les indicateurs de volume sur la plateforme, vous pouvez les ajouter, c'est gratuit. Vous avez un site qui s'appelle FXM Apps. FXM Apps, c'est un magasin d'applications qui appartient à FXM, sur lequel vous pouvez télécharger des indicateurs techniques que vous pouvez implémenter sur la plateforme MarketScope. Les indicateurs de volume réel sont téléchargeables gratuitement depuis le site FXM Apps, comme FXM, magasin d'applications de FXM. Alors, bonjour Ahmed, donc il y a une question, faut-il laisser des positions ouvertes? Moi la seule chose que je peux vous dire c'est que déjà tenir des positions en over week-end ça présente toujours un risque. Puis on n'est jamais forcément à l'aise de passer un week-end avec des positions ouvertes, sachant que lorsque le FX ouvre dimanche, il peut intégrer violemment des événements qui ont eu lieu le samedi ou le dimanche. Est-ce que c'est facile de dire mais coupez toutes vos positions, il y a un risque, etc. Alors que si par exemple vous êtes vendeur de l'euro-dollar et qu'on ouvre en forte baisse lundi matin, vous allez dire bah voilà j'avais raison, j'aurais dû rester. Mais dans le cas contraire où ça exploserait à la hausse, euh, personne ne le sait. La seule chose c'est de gérer le risque par rapport à l'ouverture du FX dimanche. On n'est pas obligé de couper toutes ses positions, mais on peut en encaisser partiellement, limiter son exposition monétaire. Vous voyez, c'est juste ça en fait. Tout simplement ça. Alors, en ce qui concerne cet indice, il vous suffit de taper sur Google le CAC 40 GR et vous allez trouver, ou tout autre moteur de recherche, d'ailleurs je n'en cite aucun en particulier, ça se trouvera facilement. Alors, par fil, donc, alors, revers de la médaille, si le parti Syriza n'obtient pas la majorité absolue. Alors s'il n'obtient pas la majorité... Alors je ne suis pas ici pour faire des commentaires politiques ni une appréciation politique. D'ailleurs parce que je n'en suis pas spécialiste et de toute façon ce n'est pas ce qu'on attend de moi ici. Mais tout simplement, l'enjeu, le marché se focalise en effet sur ça. Le fait de savoir est-ce que le parti Syriza obtiendra la majorité absolue ou pas. Grosso modo, il faut 34% des voix pour obtenir cette majorité absolue. Dès lors qu'on n'obtient pas la majorité absolue, le parti politique en question doit chercher des alliances, pour obtenir une majorité susceptible de porter un Premier ministre. D'accord.
Et je vous rappelle aussi que ce Parlement élit aussi le président de la République. Donc ça c'est très important. Alors ensuite, quels peuvent être l'impact sur le marché? Eh bien c'est justement parce que c'est très incertain que nous vous invitons à réduire votre exposition. Mais jusqu'à présent, ça a plutôt été un facteur de baisse pour l'euro. Alors en fait, moi ce que je dis, Antoine, en ce qui concerne les actions, ce que j'ai pu observer, c'est que le programme lancé par la BCE et depuis le début de l'année, ce sont les valeurs cycliques qui en profitent le plus. Prenez dans le CAC 40, prenez juste Saint-Gobain par exemple. Mais il y en a plein d'autres, prenez du Safran, ou le secteur bancaire. On en profite directement parce que là, il est immédiatement concerné par les programmes de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi le MIB m'intéresse plus que l'IBEX? Parce que dans le MIB, le secteur bancaire est davantage représenté. Et d'autre part, je trouve que l'analyse technique du MIB, elle est plus attractive que celle de l'IBEX. Donc en fait, c'est comme ça que j'essaye de voir les choses. Alors, euh, alors bonjour Luc. Est-ce que l'euro va se stabiliser et où? Alors ça, c'est la question auquel personne n'a la réponse. Moi, mon opinion, c'est que l'euro ira plus bas cette année. Ça, voilà. Maintenant, à un moment ou à un autre, dans des phases de marché, il y a parfois des phases où on se stabilise. Hein. Prenez par exemple la semaine dernière, on s'était stabilisé entre 1,15 et 1,1650. Bon, on en est sorti par le bas. On appelle ça des phases de range. Alors, est-ce qu'on va avoir une phase de range ici sous un 13,75? Bah, peut-être, ça, personne ne le sait, quoi. Alors, le Bund. Donc vous êtes à l'achat sur le Bund, vous êtes donc très bien placé. Vous êtes acheteur à 157,40. Donc vous êtes plutôt bien. Le Bund a donné hier un signal d'achat en réalisant des nouveaux sommets historiques. En ce moment, c'est à la mode en Europe. On fait des nouveaux sommets historiques sur des indices, des actions, différents actifs. Et ce sont des signaux fiables. Donc le Bund, le dernier signal d'achat en date, c'est donc la cassure haussière des 157,90. Sur ce marché, vous êtes obligé de déterminer des cibles théoriques parce qu'il n'y a pas de référence passée. Clairement, tenez la position. Je pense que les stops peuvent être remontés sous les 157,90 et on peut viser 160 dans un premier temps. Mais cette année, on ira beaucoup plus haut, 165, 170. Prenez le rendement à 10 ans de la Suisse, il est négatif. Prenez le rendement à 10 ans du Japon, il est à 0,20. Le rendement à 10 ans de l'Allemagne est autour des 0,50. Je pense que cette année, il tombera en direction de 0,25, 0,30. Donc je pense que tenir des achats de ce contrat-là, ça reste toujours une des meilleures stratégies. Alors, le dollar australien est en effet impacté par des éléments ce matin. Pourquoi est-ce que le dollar australien est impacté? Parce que ces statistiques ne sont pas jugées suffisantes pour soutenir le dollar australien. Bon, en toute vérité, je ne suis pas allé regarder en détail les chiffres, donc je préfère m'arrêter là plutôt que vous dire des bêtises. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la UDUSD a cassé un support, donc c'est un signal de vente, il a cassé les 0,8034. Voilà, c'était un gros niveau, je pensais que ça pouvait tenir, ça n'a pas tenu, donc c'est un signal de vente. C'est aussi l'échec de ce que j'avais pu anticiper comme vue de marché, donc voilà, ça, voilà. Mais c'est un signal de vente sur la UDUSD. Alors merci pour ce retour sur la journée qui a eu lieu hier. Alors bonjour Idriss, le gaz naturel. Alors le gaz naturel est un actif que je suis peu. De manière générale, les matières premières, c'est pas évident parce qu'il y a des fondamentaux qui sont complexes. C'est un peu plus simple, je dirais, avec les métaux précieux où on peut faire un peu plus de l'approche purement technique. Le gaz naturel, autant vous dire que j'y connais rien en termes des fondamentaux. Ensuite, d'un point de vue technique, on a créé un support ici à 2,78. Idriss nous avertit qu'on a touché un point de short avec les fourchettes d'Andrews à 2,92. Les fourchettes d'Andrews, je les utilise pas. Nous, on travaille avec Nicolas Lavallée pour ça. Donc là, j'ai pas d'opinion particulière sur le plan chartiste sur ce marché. On a éventuellement ici une ligne de tendance. Donc à 2,92, il y aurait un point de vente. Voilà. Donc merci pour cette information, Idriss.
Voilà, mais j'ai pas de. On est dans une espèce de compression entre ce support à 2,78 et cette ligne de tendance. Cette formation chartiste, elle n'a juste aucune forme précise, donc j'ai pas d'opinion. Alors, alors, question intéressante. Que se passera-t-il sur l'USD Yen si le Yen fait un rebond technique? Eh bien, regardez ce qui se passe depuis le début de l'année, depuis le début du mois de décembre. Le Yen s'est stabilisé, et donc l'USD Yen est entré dans un range. C'est d'ailleurs la différence avec toutes les autres paires en dollars, c'est-à-dire que l'euro dollar fait des nouveaux plus bas, la UDUSD fait des nouveaux plus bas, le NZD-USD fait des nouveaux plus bas, l'USD CAD fait des nouveaux plus hauts, l'USD Yen est dans un range. Voilà, l'USD Yen est dans un range. Donc actuellement, il n'y a pas beaucoup, c'est clairement la paire majeure où il y a le moins de tendance. Donc voilà ma réponse. La stabilisation ou la reprise depuis le début de l'année du yen japonais se traduit par la création d'un range sur l'USD Yen, mais je pense que tôt ou tard on en sortira par le haut. Alors, une analyse technique sur le marché action suisse. Alors, je vais regarder le marché action suisse, mais pas avec ce graphique. J'ai un graphique en données journalières. Je vais tout de suite le regarder. Le Bund, je viens de l'évoquer, donc on peut viser 160. Et voilà. Donc le Bund, nous en avons parlé, exactement. Merci Tamtam pour ce retour. Alors, si vous souhaitez revisualiser nos vidéos d'hier, bon, elles seront bientôt de toute façon chargées sur notre chaîne YouTube, mais en attendant, vous pouvez vous rendre sur la chaîne Livestream DailyFX France. Donc vous tapez ça sur un moteur de recherche Livestream DailyFX France, et vous allez retrouver dans l'ordre toutes les conférences qui ont été organisées hier. Alors, l'indice suisse. On retrouve donc le choc de la semaine dernière, on a perdu 15% en une semaine. L'analyse technique, elle montre forcément qu'il y a un niveau de support ici à 7866 points. Et si vous regardez aujourd'hui le cross euro CHF, il passe sous la parité, donc on voit clairement que le franc continue de s'apprécier face à l'euro. Ça met sous pression les actions suisses. Il y a un support à 7868 points. Je pense qu'il est encore clairement trop tôt pour envisager des stratégies sur et le franc et le SMI, parce qu'on a besoin d'y voir plus clair. Il y a encore beaucoup de rumeurs, de spéculations sur ce que pourrait faire la Banque nationale suisse. Donc on a un support, mais c'est risqué, je pense, de s'y exposer. Alors, bonjour Annie. Est-ce qu'on peut envisager une stratégie d'achat sur la paire euro-dollar? Et si oui, où mettre le stop? C'est une question difficile. Je vais le recharger. L'euro-dollar, si je prends des graphiques de long terme, je vois deux niveaux importants. Un 13,75, mais ça a été cassé. Et maintenant un 12,40. En effet, on se stabilise là à proximité des 1,1240, mais j'aurais vraiment du mal à vous donner une stratégie d'achat sur l'euro-dollar, sachant que la probabilité est forte qu'elle soit rapidement invalidée. Alors certes, on peut peut-être faire un rebond technique en direction des 1,1315, mais j'exploiterai plutôt ces résistances pour des stratégies de vente. Là, se positionner maintenant à l'achat ou mettre le stop, franchement, je sais pas, sous 1,12, enfin il n'y a même pas de repère sous 1,12, mais je ne recommande pas ça, quoi. Alors, Olivier75, pourquoi n'y a-t-il plus d'avis d'analystes sur notre site? Eh bien parce que nous avons été en fait beaucoup occupés ces derniers jours. C'est une section, elle n'est pas mise entre parenthèses, hein, c'est tout simplement que, vous voyez par exemple aujourd'hui Nicolas Chéron est en congé, donc avec Adrien on se partage le travail, ça nous fait tout de suite plus de choses à faire, donc on se concentre sur l'essentiel. Donc on n'a pas encore eu le temps de remplir cette rubrique, mais ça va reprendre. Voilà, allez, je vous remercie d'avoir participé au morning meeting. Je vous retrouve cet après-midi pour un tour d'horizon des graphiques H4. Donc on fera exclusivement des graphiques intraday. Voilà, j'espère, je compte sur votre présence à 14h15. Merci.